Bonjour tout le monde, ici Monsieur Orlan pour les Polyphonies d'Orlan. Aujourd'hui, nous allons parler d'un compositeur belge de la fin du XIXe siècle pour être précis. Il s'agit de Guillaume Lequeux. Alors, Guillaume Lequeux est né dans un petit village près de Verviers et c'est intéressant parce que pendant longtemps moi-même, j'ai pensé qu'il était français. Ça s'explique et vous allez comprendre pourquoi. Il vient d'un milieu bourgeois et commence à apprendre la musique très très jeune. Donc dès 6 ans, il a des cours de solfège, des cours de piano et des cours de violon. À l'âge de 9 ans, donc en 1879, sa famille déménage à Poitiers, en France donc, et là vous pouvez déjà comprendre un peu pourquoi je pouvais penser qu'il était français, parce qu'il va passer une grande partie dans ce pays. Donc il est à Poitiers et il va continuer sa formation musicale par le piano, le violoncelle et la composition. Et c'est intéressant de parler de ça parce que c'est pas parce que vous suivez des cours de musique que vous allez devenir musicien ou compositeur. Bon, on voit quand même qu'il suit beaucoup euh, de cours différents, enfin qu'il apprend plusieurs instruments en même temps, donc ça veut dire qu'il a quand même un intérêt très fort. Mais on peut dire que sa vocation musicale commence véritablement en 1885. Il a 15 ans et pour lui c'est une révélation parce qu'il va découvrir les œuvres de Beethoven et de Bach. Et Beethoven va prendre vraiment une place particulière dans sa vie parce que il en fera un de ses dieux, comme il pourra dire par la suite. 1885, c'est aussi l'heure des premières compositions. D'abord pour violon, puis pour voix et orchestre. Mais pour le moment, ce sont des œuvres de jeunesse, même si vous l'avez peut-être déjà vu dans le titre, eh bien, Lequeux, c'est un compositeur qui quitte la vie très tôt, puisqu'il meurt à l'âge de 24 ans. En 1888, la famille s'installe à Paris et Lequeux décide de se consacrer exclusivement à la composition. Et c'est intéressant, hein, c'est pas parce que vous voulez être musicien que vous voulez être forcément compositeur. Mais donc, dites-vous, 18 ans, il se dit, voilà, il va se mettre à la composition pleinement, exclusivement. Et il y a un détail intéressant, c'est qu'il est à Paris, mais il ne va pas étudier au conservatoire. Pourquoi? Parce qu'une de ses relations va le lui déconseiller et il va donc continuer de suivre des cours privés. Et ça, j'insiste là-dessus, c'est très intéressant parce que c'est un profil, on pourrait croire particulier, il n'en est rien. Si vous prenez les compositrices, par exemple, beaucoup de compositrices au XIXe siècle, bah, elles vont suivre des cours privés. Alors pas parce qu'elles ne veulent pas aller au conservatoire, mais parce qu'elles n'ont pas accès toujours à tous les cours du conservatoire. Mais j'y reviendrai une prochaine fois. Alors l'année suivante, il part en pèlerinage à Bayreuth. Vous allez me dire pourquoi il partir en pèlerinage à Bayreuth? Ben, tout simplement pour écouter la musique de Wagner. Quand je dis pèlerinage, c'est vraiment le mot. Il y a énormément d'artistes qui vont à Bayreuth pour justement accéder au théâtre de Wagner, écouter sa musique et en revenir tout impressionné. Et lui ne fait pas exception à la règle, il en revient très impressionné. Pourquoi? Parce que il va réaliser plusieurs choses. D'abord, il prend conscience de la possibilité expressive du Gesamtkunstwerk. Le Gesamtkunstwerk, pardon, c'est pas facile à prononcer, c'est l'œuvre d'art totale. C'est lier tous les arts de l'opéra, hein, que Richard Wagner fait très bien et qu'il a théorisé. Aussi, bah, il va voir des nouvelles techniques d'orchestration. Et il va se familiariser avec ces techniques d'orchestration en les écoutant. C'est un compositeur, hein, c'est pas juste un auditeur lambda. Et aussi à l'utilisation du leitmotiv. Le leitmotiv, vous vous souvenez, hein, c'est un peu apparenté à l'idée fixe. L'idée fixe, on en avait parlé dans la symphonie fantastique, mais le leitmotiv, c'est quand vous associez un thème à un objet, un personnage, etc., etc. Et la même année, ça c'est quelque chose d'incroyable, survient pour lui sans doute la rencontre la plus déterminante de toute sa vie. Et je pèse mes mots. Parce qu'il est présenté à César Franck. César Franck, c'est un des plus grands compositeurs de la fin du 19e. Et César Franck va être, pas impressionné, mais émerveillé
par les capacités musicales de Lecqueux. Donc, il accepte de le prendre en charge. Et ça, c'est très important parce que ça va changer radicalement le style de Lecqueux et ça va lui apporter beaucoup. Des mauvais professeurs ne font jamais des bons étudiants, mais des bons professeurs peuvent révéler des talents. Donc, Franck devient le professeur de Lecqueux et ça, c'est aussi intéressant, c'est le début d'une amitié entre les deux hommes. Pourquoi? En fait, qu'est-ce qui sont bénéfiques à Lecqueux? Bien sûr, c'est le savoir, les connaissances de Franck, mais c'est surtout sa pédagogie et son caractère humain. Et je suis vraiment d'accord avec cette idée-là. Je pense qu'un professeur, s'il n'a pas de pédagogie, bah, il ne peut pas être professeur, mais s'il n'a pas d'humanité en lui, s'il ne fait pas preuve d'humanité envers ses étudiants ou ses élèves, ça ne peut pas marcher. Et donc on voit très rapidement Lecqueux progresser en contrepoint et en fugue. Alors, qu'est-ce que c'est que le contrepoint ou la polyphonie contre-empathique? La polyphonie, c'est plusieurs voix, d'accord? Donc là, plusieurs voix écrites en contrepoint, eh bien, si vous voulez, c'est un type d'écriture dans lequel toutes les voix ont la même importance. Chaque voix a son autonomie propre, mais à elles toutes, elles forment un ensemble cohérent. Donc, c'est pas du tout la même chose que une polyphonie une monodie accompagnée, par exemple. Une monodie accompagnée, vous avez une mélodie, et puis vous avez, je sais pas moi, la guitare. Donc vous avez le chanteur qui chante, puis il s'accompagne de la guitare. La guitare va porter la mélodie. Ce qu'on écoute le plus, c'est la mélodie. Dans la polyphonie contre-empathique, vous n'avez pas une voix importante et les autres sont, on va dire, utilisées pour servir cette voix-là. Non, 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 non. C'est chaque voix a un parcours presque autonome, presque indépendant. On pourrait les écouter indépendamment les uns des autres, mais ensemble, ils doivent former un tout qui est vraiment très beau. Et c'est un style d'écriture très difficile, et parmi le plus difficile dans le contrepoint, c'est la fugue. La fugue, c'est une composition polyphonique de style contre-empathique qui se caractérise par une écriture en imitation avec la prépondérance d'un sujet générateur. Alors ça fait compliqué, mais la fugue c'est compliqué, j'expliquerai ça dans un autre épisode, mais dites-vous que vous avez un sujet, un thème si vous voulez, qui sera générateur, donc on va partir de ce thème-là pour faire d'autres choses, pour jouer avec ce thème tout au long de la fugue. Je simplifie un peu, mais vous avez l'idée. Donc, en fait, comme exemple d'écriture contre-empathique, on en a un de Lecqueux, il aime bien ça. On a par exemple, que je vous invite à écouter, sa fantaisie contre-empathique sur un cramignon liégeois, qui date de 1890. Et ça, c'est intéressant, pourquoi? Parce que c'est une fugue humoristique, et pour vous dire qu'il peut y avoir de l'humour en musique, c'est une fugue humoristique sur le thème d'une danse populaire de la région liégeoise, le cramignon. Et pour vous expliquer un peu, il y a une sorte de petite mise en scène. Vous avez au départ, c'est dans la partition, hein, les instruments qui s'accordent. Donc les instruments qui s'accordent entre eux pour être sûr. Et puis en attendant le reste de l'orchestre, on a les cordes qui vont commencer à jouer à tour de rôle un air, qui se répondent l'un l'autre. L'air c'est pi-ta-tam, pi-tam, pi-da-ta-tam, pi-pam, pi-da-tam, pi-pam, pa-dam, pi-dam, pa-da-da-da-da-dam, pa-da-da-di-ta-di, da-da-ta-di. Bon voilà, et ça continue comme ça. Et donc ils vont se mettre à jouer, et c'est super drôle parce que vous imaginez d'abord, le fait d'accorder les instruments, de le mettre dans la partition, normalement ça se fait pas, mais ça fait partie intégrante des concerts. Si vous avez été à des concerts de musique classique, vous entendez ça. Vous entendez que parce que c'est des instruments qui jouent, c'est l'orchestre qui va jouer ensemble, il faut que tous les instruments soient bien accordés. Le chœur, ils le mettent dans la partition, donc déjà ça c'est drôle. Et puis on imagine les autres instruments qui sont pas là, et donc on a cet effet de mise en scène, hein, le violon solo qui va jouer le cramignon, puis on a la réponse du violoncelle, puis l'alto, puis un deuxième violon solo, et puis ça s'emballe, etc. Puis à un moment donné, il y a l'arrivée du hautbois, et qui lui sonne la fin de la récréation, qui dit pop, 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 allez, c'est fini maintenant, hein, la musique va commencer. La fête est finie, on a l'arrivée de la clarinette, ça va être un moment très doux, et cette alternance entre joie, douceur, colère, douleur, eh bien ça c'est quelque chose de prépondérant dans l'œuvre de Lecœur. Donc on a la clarinette, et puis on a le, entre guillemets, un vrai morceau qui commence,
Mais quand même, à la fin, vous avez les violoncelles qui, hop, ils refont une petite partie du thème comme ça, tout à la fin, ni vu ni connu, allez que je t'embrouille, et je te joue ce thème-là que j'aime bien. Et vous voyez, c'est vraiment très drôle parce que il y a la musique sérieuse, il y a la musique pas sérieuse, donc il y a des stéréotypes comme ça. Moi, je pense pas qu'il y a, enfin, je pense pas qu'il faut se prendre trop au sérieux, si vous voulez mon avis. Mais on peut justement trouver ça et on pourrait faire un jour un numéro sur l'humour en musique pour parler de cette manière-là un peu plus vaste. Donc, vous le voyez, hein, la rencontre de Franck, elle est profitable d'un point de vue technique. On voit, et ça c'est sûr et certain, on voit une amélioration de son style, de son écriture musicale. C'est indéniable. Et je vous donnerai des exemples contrastants, même si avant c'est pas mal déjà, hein, mais on voit qu'il y a une densité qui va être prise par un si jeune homme de 18, 20 ans et 24 ans maximum. C'est assez impressionnant de voir ça. Et donc, d'un point de vue technique, évidemment, il s'améliore. Et c'est ce que j'allais dire, d'un point de vue esthétique aussi. Parce qu'il ne faut pas oublier, César Franck, c'est pas n'importe qui. C'est pas seulement un bon professeur, c'est un très très grand compositeur qui va influencer énormément de compositeurs à cette époque-là, français et belges. C'est une personnalité musicale de première importance, Franck. D'accord? Et moi, c'est quelque chose qui me touche beaucoup, c'est que ils sont tellement amis qu'ils vont faire quelque chose qui est pas si facile que ça, c'est qu'ils vont eux-mêmes se présenter l'un l'autre leurs travaux. Et alors vous allez me dire, mais pourquoi c'est difficile? Bah autant c'est facile, je pense, de montrer, si vous créez, si vous êtes artiste, de montrer vos œuvres une fois qu'elles sont finies, puisque c'est le but, hein. Eh bien, en cours de réalisation, c'est pas si évident que ça. Parce qu'en cours de réalisation, il y a des défauts, on ne connaît pas tous les chemins vers lesquels enfin, qu'on veut emprunter. Parfois, on bute sur un problème qui semble insondable, et donc elles sont pas finies. Vous avez beaucoup de compositeurs comme ça qui, quand ils sentent leur mort arriver, ils veulent détruire leurs œuvres inachevées. Mais ça se comprend, parce que pour eux, elles sont pas bonnes, donc il faut pas les montrer. Ben, c'est un peu bizarre comme sentiment, on pourrait penser, mais moi je pense que c'est très humain. Donc le fait de se montrer les uns les autres leurs travaux qui sont pas finis, ça montre qu'ils ont très confiance l'un dans l'autre et dans leur jugement. C'est pas simplement ah regarde voilà ce que j'ai fait. Il faut trouver quelqu'un qui est capable de l'apprécier et que Franck, qui est le professeur de Lequeux, montre ses pièces. Ça veut dire qu'il pense que Lequeux il est digne de pouvoir voir ça. Ça c'est intéressant. Bon, donc je vous dis, ils sont très amis, ils se rencontrent, tout va bien. Mais il y a une chose qui est terrible, qui arrive, c'est la mort. Et 1890, eh bien, César Franck va mourir dans un stupide accident. Et Guillaume Lequeux va en être tout désemparé, on peut l'imaginer. Et c'est intéressant parce qu'il va répondre musicalement à ce décès. Il va composer un adagio pour quatuor d'orchestre, qui sort en 1891. Et est-ce que c'est vraiment sûr qu'il a voulu composer cette pièce-là pour la mort de César Franck? J'ai pas de certitude absolue, mais c'est ce qu'on lit ici et là, c'est que cela exprimerait le désarroi de Lequeux face à la mort de son maître et de son ami. C'est une œuvre contre-empathique, très touchante, et c'est très intéressant quand on sait qu'il apprenait le contrepoint avec Franck, justement. Donc dans cet adagio, pour quatuor d'orchestre, bah, on a violon, alto, violoncelle et contrebasse. Mais il ne faut pas imaginer qu'on a 4 voix. Nous, en fait, on peut en compter jusqu'à 11 voix. Donc il y a 11 voix différentes pour le début de l'œuvre, avec des solistes. C'est intéressant, il y a un violon soliste, il y a 4 violons, 4 voix de violon, 2 altos, 2 violoncelles, un violoncelle soliste et une contrebasse. Alors, toutes les voix ne, comment dire, ne font pas des choses différentes. Il y a parfois superposition des voix, mais plusieurs choses, c'est que, un, il y a beaucoup d'intensité dans cette œuvre-là, et euh, on a, comment dirais-je, dans l'idée du contrepoint, vous pouvez vraiment l'entendre, c'est qu'en fait, vous avez des instruments qui arrivent. Il faut imaginer le contrepoint, c'est que, c'est pas toujours comme ça, mais je vous donne des pistes.
vous avez des voix qui partent, parfois ensemble, parfois de manière décalée, et qui vont arriver vers des tensions, 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 et puis ouf, on arrive à une sorte c'est pas d'accord, mais de superposition de notes qui vont être des notes consonantes, donc qui sonnent bien à l'oreille. Donc on a une intensité puis une accalmie. Et puis hop, on repart. Puis etc. Donc ça, c'est une possibilité. Vous voyez, on va tendre le discours, on va le complexifier, et puis hop, on va le simplifier, et tout le monde revient à quelque chose d'harmonieux. Ça va? On peut avoir aussi autre chose, on a une voix qui termine une phrase, et hop, une autre voix qui poursuit la phrase ou qui commence une autre phrase. Donc vous voyez, c'est ça le sentiment, c'est que parfois on ne sait pas quelle mélodie écouter, c'est pas grave en fait. Vous pouvez écouter celle que vous voulez, vous écoutez tout en même temps, vous vous perdez dans cette musique, c'est ça la polyphonie, c'est ça le contrepoint. On peut se perdre là-dedans, c'est pas très grave. Bon, il n'a plus de professeur, mais il doit quand même terminer sa formation. Donc, il va se tourner auprès de Vincent d'Indy. Vincent d'Indy, c'est un autre élève de Franck, c'est aussi un compositeur français très très important de la fin du 19e, et il va étudier avec Vincent d'Indy la fugue et l'orchestration. Ils deviennent aussi amis, et que va faire d'Indy? Il va aller l'encourager à participer au prix de Rome belge. Le prix de Rome belge, c'est un prix national en Belgique qui, en fait, prend pour modèle le prix de Rome qui est inventé en France, et il peut y avoir pour plusieurs arts différents. Ici, évidemment, on parle du prix de composition. Donc, vous avez un thème qui est imposé, et puis vous avez tous les participants qui vont être mis en loge, avec impossibilité d'avoir des contacts extérieurs, qui doivent composer. En général, c'est une cantate sur un sujet, c'est biblique ou mythologique? Ouais, je pense que c'est un des deux. Et puis, ben, vous avez le résultat, et celui qui gagne le premier prix, en général, son avenir est assuré. Vous avez des seconds prix qui sont possibles, des seconds prix de Rome. En général, c'est perçu comme un échec. Et donc, le queue va y participer, et il ne reçoit qu'un deuxième prix avec sa cantate Andromeda. Alors, on a le jury du prix de Rome, et quand vous regardez un peu, si vous vous intéressez à la musique belge, vous voyez que c'est des figures importantes de la fin du 19e. Vous avez François-Auguste Guévart, qui est le président du jury. Alors lui, c'est pas un rigolo. C'est le directeur du Conservatoire royal de Bruxelles. Vous avez Peter Benoît, compositeur très influent dans le nord de la Belgique. Gustave Wiberti, Émile Mathieu, Jean-Théodore Radou, Adolphe Samuel, Jean van den Eyden. Et en fait, c'est très drôle parce que moi, quand je les lis, je vois à quelle école ou quel conservatoire ils sont rattachés en Belgique à leur époque. Je vous fais grâce de ça. Dites-vous que c'est des compositeurs, on n'écoute plus beaucoup leur musique. Peter Benoît, ça revient un peu, mais c'est du lourd, hein. C'est des cantates avec plus de 1000 ou 2000 musiciens, il faut être courageux, hein. Et alors vous avez Émile Mathieu, parfois on joue aussi quelques œuvres de lui. Bon, il y en a d'autres, hein, mais voilà, comme ça vous savez. Euh, mais c'est drôle de voir que ce jury-là, eh bien, il ne va pas décerner le premier prix à Guillaume Lequeux. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils sont incompétents? Non, 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 quand même pas. On ne peut pas dire ce genre de choses-là. Il y a plusieurs choses qui peuvent expliquer le fait qu'il n'ait pas donné le premier prix. Vous allez comprendre que c'est un peu terrible, mais je pense que ça reflète bien l'esprit des concours, qui sont un peu biaisés quand même la plupart du temps. Un, on a l'originalité de la partition. Ça, effectivement, si c'est trop original, ça passe ou ça casse, comme on dit. On a les influences wagnériennes. Pareil, hein. Si vous tombez sur un wagnérien dans le jury, il va dire oh, c'est magnifique, c'est merveilleux. Mais si vous avez un anti-wagnérien qui va vous dire raus, dehors. Donc, ça c'est compliqué. Autre chose, et c'est un peu bête, mais ça fonctionne comme ça aussi, c'est que le queue s'est formé chez Franck, en France, et non en Belgique. Donc, c'est pas un des petits protégés un conservatoire ou une école en Belgique. Il est pas dans le sérail, en fait, si vous voulez. Donc, ça va pas. Et enfin, il y a, on peut l'évoquer aussi, les rivalités entre les conservatoires, et en particulier entre les conservatoires de Bruxelles et de Liège. Et ça, tout ça, ça fait que le queue était extrêmement désavantagé. Et alors, je vous le dis tout de suite, hein, il ressort choqué et déçu par l'expérience. Ça, c'est sûr et certain. Il s'attendait pas à ça parce qu'il était au-dessus du lot, mais on l'a pas récompensé.
Bon, est-ce que ça l'empêche de composer? Non, 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 non. Il continue de composer beaucoup malgré cet échec. C'est pour ça que les concours, il ne faut pas leur donner trop d'importance. Les concours, ça ne donne pas plus de valeur aux gens ou aux œuvres qu'ils priment, ça leur donne de la lumière. Il ne faut jamais oublier ça. Bon, ce concours, est-ce qu'il aurait dû le faire? Oui, il a bien fait de le faire. Pourquoi? Parce qu'il va faire une deuxième rencontre grâce à ce concours. Début 1892, on a le violoniste virtuose Eugène Ysaÿe, très très important, hein. Eugène Ysaÿe, ça c'est un violoniste et une figure musicale très importante pour la Belgique, très importante aussi pour l'Europe. Par exemple, le concours Reine-Élisabeth, bah, c'est au départ le concours Ysaÿe. Donc c'est vraiment une personnalité incroyable. Et lui, il entend des extraits de la cantate Andromeda de Lecœur, qui est jouée à Bruxelles. Qu'est-ce qu'il va faire? Bah, il est très enthousiasmé parce qu'il entend. Et il l'est tellement qu'il va contacter Lecœur pour lui commander une sonate pour violon. Ça, c'est quand même fort, hein? Donc c'est pas mal, hein? Et bah Lecœur, il va travailler à ça, et il va lui fournir la sonate pour piano et violon en 1893. C'est peut-être l'œuvre la plus aboutie de Lecœur. C'est une œuvre vraiment très dense, elle fait entre 30 et 35 minutes, donc c'est vraiment très long, hein, pour une sonate. Et ça commence comment? Attendez, le thème, parce que c'est un très très long thème au début, une musique très touffue, hein. C'est pi pom pi pa ta 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 dim pa pa. Puis ça continue comme ça. Mais c'est très joli, c'est une œuvre très mélodique. Et pourquoi on dit que c'est une des œuvres les plus abouties, sinon la plus aboutie de Lecœur? C'est parce que Lecœur, c'est quelqu'un de passionné, mais passionné, c'est-à-dire qui est parcouru de passion, de sentiments. Et parfois dans sa musique, c'est ce qu'on lui reproche, mais rappelez-vous, il est mort à 24 ans, hein, on lui reproche parfois des débordements de passion, justement, qui n'arrive pas toujours à canaliser musicalement parlant. Eh bien là, au contraire, il arrive justement à avoir un équilibre entre ces débordements de passion et les formes musicales qu'il utilise. On a aussi, moi je trouve ça aussi, euh, ça montre l'intelligence du compositeur et sa sensibilité, une union des deux instruments qui est finement maîtrisée. Parce que vous faites une sonate pour violon et piano, vous pouvez très bien décider que le piano c'est juste un accompagnateur. Mais moi, je pense que non. Enfin, c'est une possibilité, mais moi, je pense que une œuvre est plus riche si on prend deux instruments et qu'on les fait justement jouer d'égal à égal. Et vous avez bien entendu, quand j'ai nommé l'œuvre de Lecœur, il l'appelle la sonate pour piano et violon. Normalement, c'est violon et piano, ou violon tout court. Mais là, non. Là, justement, rien que par le titre, il veut montrer, il veut casser cette habitude de soi-disant mise en scène du violon comme l'instrument le plus important, en tout cas dans cette configuration-là. Et je trouve que ça, c'est vraiment finement observé, et il y réussit bien, effectivement. L'œuvre est créée par Isaïe, qui lui-même va diriger la même année plusieurs des œuvres pour orchestre de Lecœur. Et peut-être son œuvre la plus populaire, c'est la fantaisie sur deux airs populaires angevins, qui, franchement, elle est pas difficile à écouter. Moi, je vous invite à y aller parce que le thème du début, alors c'est un thème en fanfare, hein, c'est pim pim patatatam patatatam patam pam pim pim patatatam patatatam patam. Puis ça reprend pim pim patatatam patatatam patam pam pim pim patatatam patatatam patam patatatam pam 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 pam. Bref, 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 et ça continue comme ça. Et alors, bah, il y a plusieurs choses qu'on peut dire sur cette œuvre-là. C'est un, ça montre son intérêt pour le folklore, puisqu'il utilise deux airs populaires. Et puis aussi, souvent on dit que ça raconte, alors mettez des gros guillemets quand même, ça raconte une rencontre amoureuse durant un bal estival. Oui, enfin, ça me dérange pas. On a le côté populaire qui pourrait faire le bal, et puis on a un côté langoureux au milieu. Vous savez, est-ce que c'est de la musique à programme? Vous voyez, c'est là où est la limite. La musique, ça reste de la musique. Si vous avez besoin d'images pour écouter la musique, bah allez-y, ça fait pas de mal, c'est pas grave. Mais n'oubliez jamais, la musique, c'est de la musique. Donc quand on dit ça raconte ça, voilà. Je sais pas. Ça me dérange pas de le penser comme ça, mais je vais pas. En général, je vous dis, ça c'est vraiment pour mon écoute. Je vais pas plus loin que ça pour cette œuvre-là. Qu'est-ce qu'on peut dire? D'abord, il y a une très grande diversité rythmique dans l'œuvre.
et il y a un grand soin qui est apporté à l'orchestration. Et l'orchestration chez Lequeux n'est pas gratuite. Vous savez, l'orchestration, c'est ce que j'avais déjà expliqué, c'est le fait de choisir quel instrument va jouer quelle voix ou qu'est-ce qu'il va jouer, hein. Et c'est pas gratuit chez Lequeux parce que ça doit mettre en évidence le contrepoint et l'harmonie de ses œuvres. D'accord? Bon, je vous dis, Lequeux, les portes commencent à s'ouvrir pour lui, on lui fait des commandes, on joue ses œuvres, tout va bien. Ben, rappelez-vous, hein, il meurt à 24 ans, le Zig. Donc, sa carrière, elle s'arrête brutalement. Et le truc, c'est qu'on pourrait se demander pourquoi il est mort. Il est mort de toute façon, peu importe sa mort, c'est con et voilà. Mais je vous jure, quand je vais vous dire de quoi il est mort, vous allez réfléchir à votre prochain dessert. Ben, il est mort des suites d'une fièvre typhoïde causée par l'ingestion d'un sorbet infecté. Voilà. Il a mangé de la glace et il en est mort. C'est terrible, hein. Et je le dis à moitié en rigolant, mais parce qu'une aventure pareille, elle a failli m'arriver personnellement. Quand j'étais en Chine, j'ai mangé un produit infecté. Alors, c'était pas de la glace, je pense que c'était des crevettes. Et ben, j'ai passé 3 semaines hospitalisé à l'hôpital et j'ai cru que c'était ma dernière heure. Je le dis très franchement, hein, c'est un sentiment que si on l'a pas vécu, on ne sait pas ce que c'est. Parce que c'était effrayant, avec une fièvre qui baissait pas, etc., avec les médecins qui savaient pas trop. Enfin, bon. Bref, 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 c'est loin de moi, c'est passé. Donc on peut mourir parce qu'on mange des saloperies, hein, faites attention. Prenez soin de vous. Bon, et alors, vous voulez le petit détail qui vous fait arracher la petite larme à l'œil? Et c'est terrible quand on y pense quand même. Mais de toute façon, il est mort, donc ça ne change rien, hein, mais je sais pas, c'est des détails comme ça. Il meurt en janvier 1894, au lendemain de son anniversaire. Ah, et quand on a 24 ans, l'anniversaire, c'est important, hein. Aïe, 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 c'est terrible. Et d'ailleurs, comment ça se fait qu'il n'est pas tombé dans l'oubli? On pourrait penser que c'est parce que c'est un très grand compositeur, que c'est vrai, hein, mais ça n'explique pas tout. Son père, apparemment, a fait beaucoup, après sa mort, pour éditer ses œuvres, pour qu'on joue ses œuvres et pour entretenir sa mémoire. Et son père a très bien fait parce que c'est un compositeur qui en vaut la peine, vraiment. Bon, Lequeux, il meurt très jeune, hein, et il va laisser un catalogue assez conséquent au vu de son jeune âge. On compte plus d'une centaine de titres. C'est quand même pas mal, hein, quand vous dites qu'il est mort à 24 ans. C'est impressionnant. Bon, est-ce qu'il faut tout écouter? Non. D'abord, apprenez que j'aime pas beaucoup les injonctions, donc on fait ce qu'on veut, on est obligé à rien. Et ensuite, il est bon de le garder à l'esprit que certaines de ces œuvres sont composées comme des exercices. Donc ça explique que tout ne se vaut pas. Lui-même, il fait des exercices. Et pourquoi il fait des exercices? Il fait des exercices pour apprendre son métier, justement. Et c'est pour ça que je vous disais, il y a une différence phénoménale entre ses premières œuvres et ses dernières œuvres. Euh, c'est, comment dire, une densité. C'est pas simplement la densité, c'est pas non plus des œuvres plus longues, c'est aussi une densité harmonique, une densité mélodique, une inventivité qui continue. Et dites-vous, 24 ans, il aurait pu aller beaucoup plus loin, sans doute, hein, s'il avait vécu plus longtemps. Donc il y a des choses incroyables chez Lequeux, j'ai déjà cité quelques exemples, et comme je vous l'ai dit, qu'est-ce qu'il aurait fait s'il avait survécu un peu plus longtemps? Bon, je vous ai dit que c'est sa sonate, l'œuvre la plus aboutie. En fait, il y en a une autre, mais pour moi, elle compte pas vraiment parce qu'elle n'est pas achevée. Mais vous pouvez l'écouter quand même, c'est le Quatuor pour piano et cordes. C'est, donc je vous dis, une œuvre inachevée, il y a 2 mouvements, et alors les 2 mouvements, ils font, 28 minutes à peu près, enfin mettez entre 25 et 30 minutes, ça dépend des interprétations. Mais alors dans les 2 mouvements, le second mouvement est complété par Vincent d'Indy. Ça se fait, hein, parfois quand un compositeur est décédé, que l'œuvre est presque le mouvement ou l'œuvre est presque achevée, alors on demande à quelqu'un de l'achever pour pouvoir l'écouter, quoi. Donc il faut quand même le dire. Et ce quatuor pour piano et cordes, c'est une œuvre assez incroyable parce que c'est une atmosphère passionnée où on a une alternance de douleur et de joie. Par exemple, pour vous dire, le premier mouvement, il se termine dans colère, enfin on sent un sentiment de colère, mais qui parcourt tout le mouvement, comme ça. Et la fin, c'est vraiment une colère aiguë. Et puis le deuxième mouvement, beaucoup plus calme, et on entend certains thèmes du premier mouvement, mais de manière apaisée. Et c'est ça qui frappe en premier dans son œuvre, c'est
sa puissance et sa diversité expressive. Parce que l'œuvre de Lequeux reflète son tempérament passionné et tourmenté. Et on a des témoignages qui sont dits comme ça. Par exemple, vous avez un journal, L'Art moderne, qui parle de la mort de Lequeux. Je lis. Le souvenir du génial Lequeux est toujours un événement qui nous touche profondément, parce qu'aucun de nos musiciens, en dehors de Franck, n'a su exprimer avec plus de passion concentrée cette nostalgie spéciale à nos contrées wallonnes, qui n'est ni la Sehnsucht souvent trop sentimentale des Allemands, ni l'effusion naturaliste tantôt mélancolique et grise, tantôt élégamment sensuelle des Français modernes. Alors dans un autre article, qu'est-ce qu'il dit? Il parle du quatuor et de la sonate. Le quatuor inachevé du maître Verviétois, donc de Lequeux, donne, peut-être plus encore que la sonate, cette impression de rêverie douloureuse, d'intensité dans la mélancolie et d'aspiration véhémente vers l'idéal à laquelle nous donnons volontiers pour cadre la fagne âpre et douce, aux étendues vagues et aux horizons infinis. Plus qu'ailleurs, Lequeux a manifesté dans cette œuvre, où la technique traditionnelle du quatuor semble à certains moments avoir été modifiée de fond en comble, sa vive originalité et son sens profond de la poésie musicale subjective poussée jusqu'aux dernières limites. Ah, c'est joli, hein? Mais oui, c'est vrai. Parfois, il peut se laisser entraîner par ces sentiments qu'il n'arrive pas toujours à contenir. C'est un élève de Franck. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve chez Lequeux? Eh bien, des éléments qu'on retrouve chez Franck. Lequeux noie par exemple la tonalité dans beaucoup de chromatismes. Je reviendrai une prochaine fois sur ce qu'est le chromatisme. Il module tout le temps, c'est-à-dire qu'il passe d'une gamme à une autre. C'est un peu compliqué, j'expliquerai aussi une autre fois. Et il s'essaye parfois à une certaine modalité. Il reprend également la forme cyclique de Franck. Et c'est quoi la forme cyclique? Ben, il y a une parenté avec l'idée fixe et le leitmotiv, c'est-à-dire qu'il va faire circuler certains éléments thématiques, certains éléments du thème ou du sujet, d'un mouvement à un autre au sein d'une même œuvre. Vous avez, je sais pas moi, une sonate ou un quatuor, vous avez des éléments thématiques, des éléments du thème qui est là, qu'on va retrouver dans plusieurs mouvements, sous diverses formes, évidemment. Et l'idée, c'est le renforcement de l'unité de l'œuvre. Les lignes mélodiques sont très chantantes, chez Lequeux également, et donc pour ça, je vais vous donner un autre extrait à écouter, qui est peut-être plus facile que la sonate ou le quatuor, parce que ça, c'est des œuvres vraiment très denses. C'est un quatuor en sol majeur qu'il a composé à 18 ans, et je ne vais pas vous demander de tout écouter, vous faites ce que vous voulez, hein, vous pouvez tout écouter, mais écoutez peut-être en premier le troisième mouvement, le capriccio, et puis après, le cinquième, vous pouvez écouter aussi, qui est très chouette, c'est un poco allegro e molto scherzoso. Mais le capriccio, commencez, c'est très court, et vous avez les violons, en fait, et l'alto qui vont jouer des sortes d'arpèges comme ça, un peu tombants, inversés, et puis vous avez le violoncelle qui fait la mélodie. Et c'est vraiment très joli avec le pi pi da di dom pi da di dom pa da di dom pa da di do. Mais écoutez, écoutez vraiment parce que c'est très très joli. Moi je trouve à écouter, pas difficile du tout et c'est pas long. Et si jamais ça vous intéresse, bah, écoutez après le quatuor pour piano et mettez-les en balance et vous verrez l'évolution en 6 ans. Parce que le quatuor dont je vous parle, il est de 1888. Et alors encore, dans les dernières œuvres à écouter, avec des gros guillemets, hein, faites ce que vous voulez, eh bien on peut encore ajouter la sonate pour violoncelle, 1888, et un trio pour violon, violoncelle et piano, qui date de 1890. Voilà, j'ai fait un peu le tour de la question sur Lequeux. Donc c'est un musicien passionnant qui avait beaucoup de choses à dire, qui a dit certaines choses, qui aurait pu en dire plus, mais nous a laissé quand même des belles œuvres. Donc sur ce, je vous remercie et je vous dis bonne écoute.